Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture, consacré cette semaine à la littérature et en particulier à Alexandre Dumas, qui 150 ans après sa mort continue à être lu, commenté, étudié, adapté et admiré. Pour en parler, nous recevons l'écrivain et académicien Jean-Christophe Ruffin, qui publie aux éditions des Équateurs un formidable petit essai, Un été avec Alexandre Dumas, version écrite d'une série d'émissions diffusées sur France Inter à partir de lundi prochain, 30 juin. Nous parlerons longuement avec lui de la vie et de l'œuvre de l'auteur des Trois Mousquetaires, des qualités et des défauts de son œuvre et pourquoi elle continue à être indémodable. Et puis en fin d'émission, les traditionnels coups de cœur de mes invités au menu des livres, mais aussi des films et des expos. Le club Le Figaro Culture spécial Alexandre Dumas avec Jean-Christophe Ruffin, c'est tout de suite après le générique. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Jean-Christophe. Vous êtes directeur délégué du Figaro, vous êtes évidemment éditorialiste au Figaro aussi et sur Europe 1. Et puis vous occupez donc beaucoup de politique étrangère, d'économie, de choses très sérieuses. Mais vous avez aussi des passions littéraires et une très solide sur Alexandre Dumas. D'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, pour le bicentenaire de la naissance d'Alexandre Dumas, vous aviez copiloté avec Michel de Gégère un formidable Figaro hors série, Alexandre Dumas au galop des mousquetaires. Je vous le montre, c'est un collector absolument magnifique. Geoffroy Caillet, vous êtes rédacteur en chef, bientôt directeur sûrement, du Figaro Histoire. Et vous aussi, Alexandre Dumas fait partie de vos passions. Il n'y a pas un livre, une étude, une pièce de théâtre ou un film adapté de Dumas que vous ne surveillez de près. Jean-Christophe Ruffin, bonjour. Merci beaucoup d'être de retour dans ce studio Jean d'Ormesson, où nous allons parler avec vous cette semaine d'Alexandre Dumas, mais un petit peu de vous. Parce que quand on lit de très près votre été avec Alexandre Dumas, publié aux éditions des Équateurs en coédition avec France Inter, on s'aperçoit qu'il y a quelques parallèles à faire entre les deux grands écrivains populaires, les deux grands voyageurs que vous êtes, Alexandre Dumas et vous. Le livre est truffé comme ça de petites phrases, de petites formules qu'on peut aisément adapter à vous-même. On en parlera. Avant d'en parler, je voudrais savoir un petit peu comment est né ce projet. C'est une collection qui est très installée depuis de très nombreuses années, France Inter des Équateurs, qui est donc une version écrite d'une série radiodiffusée tout l'été. C'est vous qui avez demandé à faire Alexandre Dumas ou c'est France Inter qui est venu vous chercher ? Non, moi, j'ai rien demandé du tout. On m'avait proposé ce thème il y a 4 ou 5 ans. Et puis, à l'époque, j'étais sur un autre projet. Je n'avais pas la possibilité de me libérer. Et puis, ils sont revenus à la charge cette année parce que c'était devenu encore plus urgent, parce que Monte Cristo, le succès des films, etc. Voilà. Et donc, il y avait une sorte d'évidence, c'est que dans cette collection, qui compte Homère, Montaigne, Rimbaud, Colette, Alexandre Dumas s'imposait maintenant. Et c'est vrai qu'il y a peut-être plus vu de l'extérieur que pour moi-même, parce que j'aurais jamais eu l'outrecuidance de me comparer à Alexandre Dumas, mais il y a sans doute, vu de l'extérieur, un peu une parenté, si vous voulez, entre le type de livre que j'ai pu écrire, qui sont souvent comme ça des livres situés dans l'histoire, avec une sorte d'énergie aussi, qui s'inspire vraiment, alors là très directement de Dumas. Donc voilà, on m'a marié de force, c'est un mariage forcé, mais heureux. Mais ça arrive, voilà. Alors, est-ce que vous avez relu les 646 volumes de l'œuvre d'Alexandre Dumas ? Bien sûr, je vais vous les réciter d'ailleurs, si on a le temps. C'est une œuvre gigantesque. Est-ce que vous avez quand même retrouvé ou découvert, vous avez bien sûr relu des choses, mais est-ce que vous avez forcément lu des choses que vous avez découvertes et qui sont peut-être sous-estimées dans l'œuvre de Dumas ? Oui, alors, si vous voulez, c'est une œuvre qui est masquée, on pourrait dire, par les deux mastodontes que sont les Trois Mousquetaires et le Comte de Monte Cristo, qui cachent un petit peu, c'est l'arbre qui cache cette forêt de tout ce qu'il a fait. Dans le domaine romanesque, bien sûr, des nouvelles aussi, mais qui fait oublier ce qui a précédé les romans, c'est-à-dire le théâtre et les impressions de voyage. Les impressions de voyage, voilà. Et alors, en fait, ça, c'est un domaine dans lequel, effectivement, j'ai été un peu cherché
plus près parce que j'avais, comme tous mes contemporains, hein, je veux dire, on ne lit plus tellement le théâtre romantique. Hein, je veux dire, et on ne le joue plus beaucoup on non ne le plus. joue plus non plus, voilà, donc il faut aller voir. Il faut aller voir, et c'est comme ça qu'on comprend Dumas, je pense. Hein, c'est en comprenant que c'est un romancier, finalement, tardif, dont l'entrée dans l'écriture romanesque est arrivée, on pourrait dire, au sommet d'une carrière qui s'était formée, qui s'était d'abord créée par le théâtre et les voyages. Et que finalement, le théâtre avait donné à Dumas la maîtrise des dialogues, qu'on retrouve dans les romans, et les impressions de voyage lui ont donné les portraits, les descriptions, etc. Et si vous mélangez les deux, vous avez les romans. C'est-à-dire que, voilà, il y a une construction de sa vie qui est aussi la construction de son œuvre. Ouais. Voilà. Et ce qu'on découvre en vous lisant, justement, c'est qu'il y a une forme, et vous le dites quasiment explicitement, de malentendu dans les succès contemporains qu'a vécu Dumas durant son existence et qui ne correspondent pas forcément avec ceux qui ont traversé la postérité. Si on vient à notre époque, est-ce que c'est une chose qui, comme écrivain, vous habite ? C'est-à-dire, vous avez eu beaucoup de très grands succès. Est-ce qu'ils correspondent à ce que vous avez considéré comme vos meilleurs livres, ou ce malentendu est quelque chose aussi qui vous préoccupe ? Je pense qu'on a... Alors là, il y a un point commun avec Dumas, c'est qu'on est heureux de vivre, et quand on a un succès, on est content. Voilà. Ce qui finalement, ça ne se fait pas. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il faut souffrir. mais moi, je ne suis pas... je ne me plains pas d'avoir eu des prix, je ne considère pas comme un grand blessé du Concours ou des choses comme ça. D'ailleurs, vous mentionnez cette phrase de Dumas, j'ai la gaieté persistante. Oui, c'est une très belle formule. Oui, d'ailleurs, il écrit ça à un moment, justement, c'est juste avant qu'il se mette à écrire Les Trois Mousquetaires, hein, c'est 1843, il est vraiment au creux de la vague. Et il dit ceci, alors j'ai la gaieté persistante, mais après je ne citerai pas mot à mot, sauf la fin. Il dit en gros, les gens ils sont gais parce qu'ils ont bien mangé, ils sont contents, etc. Moi, c'est les ennuis qui finalement me nourrissent et c'est là que je suis le meilleur. Et il conclut par cette phrase, c'est comme un orage avec des éclairs roses. Cette image est incroyable. Un orage avec des éclairs roses. Et les éclairs roses, ce sera les Trois Mousquetaires. C'est-à-dire que c'est le moment où, au creux de la vague, alors que tout va mal, il y a les Trois Mousquetaires. Donc, vous savez, quand on écrit des livres, en particulier des romans, il faut se satisfaire déjà d'avoir pu les terminer. C'est-à-dire d'être arrivé à bout de quelque chose qui est difficile, malgré tout. Ensuite, d'avoir rencontré des lecteurs. Un succès, ça c'est encore mieux. La postérité, vous voyez, ça suppose quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas d'actualité, c'est-à-dire qu'on soit mort. Donc, à partir du moment où je ne me pose pas cette question, je suis heureux des choses telles qu'elles sont faites. Alors, bien sûr, si on a l'impression que ce qu'on a fait est indépassable, parce que c'est tellement formidable qu'on ne peut rien ajouter, à ce moment-là, il faut poser sa plume. Ce que probablement a fait Simenon à un moment donné, hein, quand il a arrêté d'écrire, assez brutalement, ce n'était pas la seule raison, mais il y avait cette idée qu'en gros... C'est Romain Gary, pareil, il disait « je me suis suffisamment exprimé », il s'est arrêté. Mais pour continuer, il faut avoir un peu d'insatisfaction et se dire qu'effectivement, ce qu'on a fait n'est probablement pas le mieux, puisque le mieux reste à faire. Voilà. Et Dumas... Mais il n'a pas été tellement habité par ça, lui, au fond, je ne pense pas, parce que au fond, il y a eu des séquences dans sa vie. Alors, il a eu de très grands succès au théâtre, de très grands succès avec le roman. Et quand ça a commencé à moins bien aller, c'est-à-dire au bout d'une dizaine d'années magiques, où il a écrit tous ces grands romans. Après, ça s'est un petit peu délité. Et à ce moment-là, il est parti vers d'autres projets, c'est-à-dire le théâtre, acheter un théâtre, les bateaux, journaux, acheter un bateau, acheter un journal, etc., etc. C'est quelqu'un qui n'était pas unidimensionnel, si je puis dire. Et ça, je pense... Et puis la tentation du roman total, qui était oui, ça c'était un bide. Vous avez eu cette tentation un jour de vous dire, je vais écrire le roman définitif. En l'occurrence, le sien s'appelait Isaac l'Acadème, que personne ne connaît. Oui. Non, parce que c'est un livre qui est très ambitieux. Très ambitieux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, bon, il y a l'échec d'Isaac l'Acadème, qu'effectivement, un livre qui n'a pas trouvé son public, mais qui n'a pas trouvé son ton ni rien. Mais finalement, derrière ça, il y a quelque chose qu'on oublie un peu quand on parle de Dumas,
parce qu'on considère ses romans isolément, on considère les Trois Mousquetaires d'un côté, les machins, c'est que lui avait une vision globale de l'histoire. Et que il avait cette idée hégolienne, un petit peu, que l'histoire avançait dans une certaine direction, qui était celle de l'émergence de la liberté. Pour lui, la République faisait partie de ces étapes, etc. Et il y avait cette idée-là, que n'auront plus les feuilletonistes d'après, qui vont s'inspirer de sa technique, mais les Ponsons du Terrail, etc., s'en fichent. Je veux dire, ils font du feuilleton, et puis voilà. Dumas, il y avait quand même en lui toujours cette idée de démontrer quelque chose. Et au fond, il n'a pas réussi à le faire avec Isaac l'Acadème, avec un seul livre, mais on peut dire qu'il a réussi à le faire avec l'ensemble de ses livres. C'est-à-dire qu'il y a, si vous les prenez dans leur ensemble, époque par époque, cette progression que Claude Chope, qu'il faut vraiment rendre hommage, parce que c'est l'homme qui a redécouvert Dumas, on pourrait dire, et qui lui a donné ses lettres de noblesse au XXe siècle. Il dit les romans de Dumas ne sont pas tournés vers le passé, mais vers l'avenir. C'est-à-dire que c'est pas seulement quelqu'un qui, par fantaisie un peu d'antiquaire, aurait parlé un petit peu, voilà, les Trois Mousquetaires, les machins, etc. Non, il y a cette idée, c'est l'histoire en marche. Et ça, c'est très important. Geoffroy Caillet. Oui, Dumas a une vision très généreuse de l'histoire. Et c'est un éternel optimiste de ce point de vue-là. Et effectivement, il a, derrière l'aspect anecdotique qu'on pourrait voir peut-être, il faut comprendre qu'il conçoit l'histoire comme essentiellement mue par la liberté humaine, chose à laquelle il est le plus attaché. Et donc la part des circonstances, la part de la transcendance lui est assez étranger pour le coup. Et lui, il croit vraiment à la liberté humaine comme seul moteur de l'histoire. Et il le fait avec une générosité dans le sens où on passe de la féodalité, la fin de la féodalité, à celui des grands seigneurs, de la magistrature, avec leur chute au moment de la Fronde, l'émergence de la monarchie. Et ensuite, tout ça nous emmène au temps révolutionnaire. Mais si vous voulez, il ne se croit pas obligé de régler son compte à chaque époque qui l'a précédé. Lui, c'est clairement un progressiste, compte tenu de son époque. C'est un républicain. Alors, il arrive à traverser tous les régimes malgré tout, parce qu'il est habile. Mais il est républicain sans aucun esprit sectaire. Et ça, c'est très agréable. À certains égards, Hugo est beaucoup plus sectaire que lui. Beaucoup plus. Et vous dites à un moment dans votre livre, de façon très juste, que Dumas est plusieurs choses en même temps. Il est polyédrique. Alors que Hugo, c'est une série de positions puis d'autres. Et quand là, il y a encore les commémorations du bicentenaire du sac de Charles X, il déclame son ode au roi enamouré. Il gagne en échange un service de porcelaine de Sèvres. Et puis il finit à l'extrême gauche ou quasiment. Et alors Dumas est le contraire de ça. C'est un homme tiraillé, c'est un homme très humain parce que justement, il fait la part de l'ambiguïté en lui. Alors on a bien connu ça, enfin, dans ma génération en tout cas, des passages comme ça de gens qui étaient farouchement d'un côté, puis qui ont tourné leur casaque, si vous voulez, qui sont devenus très farouchement de l'autre. Bon, ça c'est Hugo, effectivement. Dumas, c'est pas ça. Et d'ailleurs, il le dit, et il y a quelque chose justement dans sa conception de l'histoire que je trouve intéressante, c'est que il a expliqué que finalement, il a toujours voulu respecter la noblesse. Il a dit, je fais comme les Castillans, je l'ai enterré debout sur son cheval de bataille pour qu'on continue de la respecter. Pourquoi ? Parce que dans cette vision de l'histoire, cette vision d'une histoire qui se construit vers un but qui serait la liberté, chaque classe sociale, y compris la noblesse, a participé finalement à jouer un rôle. Et par conséquent, mérite d'une certaine façon que la fraternité... Parce que lui-même est le fruit de toutes les classes sociales. Lui, voilà. Et puis il a pas... Enfin, ça, il le dit, d'ailleurs, c'est presque... Pour lui, il le voit presque comme un défaut. Il est républicain, mais il est quand même très ami tout le temps. Duc d'Orléans. Voilà, avec le duc d'Orléans, le fils de Louis-Philippe, qui va Ferdinand. se tuer, Ferdinand, qui se tue à cheval, là, mais avec plein d'autres, avec la reine Hortense, il va la voir. Napoléon III, avant qu'il arrive au pouvoir, il va le voir au fort de Han quand il est détenu, etc. Donc, voilà, il n'a pas du tout ce sectarisme, cette espèce de côté dur qu'aura pu avoir Hugo. Et il n'a pas non plus une mentalité il n'aime pas qu'on l'embrigade. Ouais. Alors, Hugo, c'est un chef d'école. Et chez les romantiques, c'est ce que vous citiez,
il y a quand même un peu un malentendu, c'est-à-dire qu'ils l'ont accepté parmi eux, parce qu'il a eu ce grand succès Henri III, avec Henri III et sa cour. Avant Hernani, oui. Avant Hernani, première grande pièce romantique conforme au précepte exprimé par Hugo dans la préface de Cromwell, donc il était bien dans la ligne, mais en fait, Dumas n'a pas fait ça pour être romantique, il a fait ça parce qu'il était fondamentalement dans l'esprit de cette époque, qui était au fond une époque de gens qui cherchaient l'aventure ailleurs que dans la vie, parce que la vie ne leur donnait pas. C'est cette génération de 1830 qui est miraculeuse, parce que vous avez, je veux dire, Lamartine, Vigny, Musset, enfin, c'est une génération extraordinairement talentueuse. Elle arrive après quoi? Elle arrive après la chute de l'Empire. C'est-à-dire dans une France qui est en dépression, une France qui a perdu, qui a tout gagné, qui a régné sur l'Europe, qui a tout perdu. Et pour ces gens-là, pour ces jeunes, finalement, l'aventure, ils la trouvent dans le théâtre, ils la trouvent dans les romans, ils la trouvent dans l'imaginaire, parce qu'ils ne l'ont pas autour d'eux. Voilà. Sauf qu'elle se trouve. Alexandre Dumas, on a une preuve vivante. Alexandre Dumas, pardon, a une preuve vivante, puisqu'il fait la Révolution de 1830, la Révolution de 48. Il part en Italie avec Garibaldi et l'Émile. Il se frotte à une réalité historique contemporaine. Oui, mais la Révolution de 1830, bon, d'abord elle est confisquée. C'est une révolution qui se termine avec l'arrivée au pouvoir d'un roi, Louis-Philippe, donc. Et Dumas va essayer d'aller voir Louis-Philippe pour lui demander de le désigner comme son... La garde nationale. Voilà, il cherche à avoir une mission, il cherche à ce qu'on lui donne un rôle, quoi. Et Louis-Philippe lui dit, écoutez, monsieur Dumas, laissez la politique aux politiques, vous êtes écrivain, écrivez. Voilà. Et donc... C'est un conseil. C'est un conseil auquel on doit beaucoup, quoi. Peut-être qu'on vous a peut-être donné à vous aussi un jour. Et qu'on aurait dû me donner bientôt. Oui. Mais bon, en tout cas, 1830, il espère quelque chose à la sortie de la Révolution. Il l'a pas. 1848, c'est un peu tard. Il a un succès énorme. C'est un nanti. Il a construit son château, il donne des fêtes somptuaires, etc. Alors, il veut encore se présenter comme un homme du peuple qui a gagné sa vie avec sa plume, etc. Sauf que ça ne marche pas. Et il se présente aux élections, plusieurs fois d'ailleurs, et il est battu. Il est battu. Donc ça ne marche pas. Et finalement, en 1861, quand il va rejoindre Garibaldi en Italie, bien sûr, il suit une révolution, mais ce n'est pas la sienne. Et puis elle est confisquée, elle aussi. Et en plus, elle est confisquée à la fin. Mais l'histoire de Garibaldi, c'est extraordinaire, parce que Dumas avait acheté un bateau. Il voulait aller en Orient. Puis, sur le chemin, il tombe sur la Révolution italienne. Et comme il parlait italien, qu'il connaissait bien le pays, etc., bon, il y va. En plus, il avait rencontré Garibaldi. Il le cherche, parce qu'il voyait que Garibaldi faisait la Révolution. Puis là, ça rigolait pas. Il arrive avec son bateau, il entendait tirer au canon... à Palerme, etc. Il rencontre Garibaldi, qui avait un trou de balle à travers son chapeau, qui faisait la Révolution. Et lui, il rigolait pas. Alors, ils s'embrassent, c'est formidable, et Dumas l'invite sur son bateau. Alors, ils boivent des coups, etc. Puis Garibaldi repart faire la Révolution. Et Dumas suivait sur la côte, sur son bateau. C'est-à-dire qu'il était sur son bateau. À la jumelle, il regardait les gars se battre. Quand ils avaient fini de se battre, il les invitait à boire un coup à bord. Et il a fait toute la Révolution jusqu'à Naples, comme ça. Donc, si vous voulez... La Révolution à l'italienne. C'est extraordinaire. Alors, Garibaldi se battait, lui, pour de bon. Il faisait avec les chemises rouges, etc. Il conquérait les villes les unes après les autres. Et Dumas, le soir, leur disait, allez... On va fêter ça. On va fêter ça. Et il ouvrait une bouteille, il faisait ça. Donc là, si vous voulez, c'était trop tard. Il était déjà âgé pour cette époque. Il est mort donc 10 ans plus tard et il avait déjà pris beaucoup d'embonpoint. Il était plus... Donc finalement, il avait cette fascination et Garibaldi était un peu l'incarnation de ce qu'il aurait voulu être, finalement. Mais il n'a jamais pu le faire. Jamais. Trop tard dans un monde trop vieux, vous citez la célèbre formule de Musset. Et c'est un moment où, dans le livre, vous parlez de vous, alors que c'est très rare, en disant que votre génération a aussi eu l'impression
après la Seconde Guerre mondiale, l'épopée de la libération, la résistance, d'arriver trop tard dans un monde trop vieux. Pourtant, vous avez cherché aussi, dans votre existence, à la fois comme médecin, comme diplomate, comme vous avez traversé des terrains de guerre, c'était pour chercher justement, c'était une nostalgie de ce que vous n'aviez pas vécu et ce que l'époque ne pouvait pas vous donner? Sans doute, sans doute. En tout cas, il y a un parallélisme évident, si vous voulez, entre ces deux générations d'après-guerre, moi, d'après Seconde Guerre mondiale, donc, et d'après-guerre pour Dumas, c'est-à-dire après l'Empire, après Waterloo. Voilà. Dans les deux cas, si vous voulez, ce sont des périodes qui se sont ouvertes, dans ces après-guerres, qui sont des périodes de prospérité relativement. C'est Guizot, enrichissez-vous, etc. Enfin, c'est la période vraiment d'un développement, le développement des chemins de fer, du télégraphe, etc., bon, qui va trouver encore plus d'ampleur avec le Second Empire. Transformation de Paris, enfin, voilà, moi, c'était une période qu'on appelle les 30 Glorieuses. C'était une période où il n'y avait pas de chômage, d'explosion économique, etc. Mais, au fond, pas tellement d'espace pour le rêve. Oui. Vous voyez, et très tôt, moi, j'ai trouvé cette compensation, je dirais, dans l'imaginaire. Alors, pour ma génération, c'était pas encore tellement les films ou la vidéo ou tout ça, parce que ça existait à peine. C'était les livres. C'était les livres, en particulier les livres de Dumas. Alors, effectivement, avec toujours cette idée de ne pas renoncer complètement à l'action. Parce que l'action a un côté fascinant, si vous voulez. Dumas n'a, je pense, jamais renoncé à l'action. Il a toujours eu ce regret au fond de lui de ne pas... de ne pas avoir prise sur les choses, finalement. Mais les rares fois où il a eu un rôle dans l'histoire, c'est notamment pendant la Révolution de 1830, quand il est allé chercher de la poudre à Soissons, dans des conditions absolument rocambolesques, puisqu'ils ils étaient 5 ou 6, dans une place royaliste. Paris venait de se libérer, mais manquait de poudre en cas de contre-attaque royaliste, et donc Dumas va là, à Soissons et dit au lieutenant du roi qui commandait la place, « Donnez-moi votre poudre ». Alors l'autre dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type, d'où il sort, qu'est-ce que c'est que ce gars-là, etc. Et alors là c'est tout de suite grand guignol, la femme du gouverneur de la ville donc sort de sa chambre, pousse des hurlements et dit, dit à son mari, donnez-lui tout ce qu'il veut, c'est la deuxième révolte des esclaves. Pourquoi? Parce que Dumas était arrivé à cheval, c'était en plein été, la révolution de 1830 c'était en juillet. Dès qu'il se mettait au soleil, il devenait beaucoup plus noir, donc il arrive, il était noir, elle voit ce grand noir, aux yeux bleus, qui arrive, et il se trouve que cette femme, ses parents avaient été assassinés. C'était des planteurs à Saint-Domingue, assassinés au moment de la révolte des esclaves. Donc elle dit à son mari, ils vont encore nous égorger, c'est pas possible, donnez-lui sa poudre. Et le mari lui donne la poudre. Et ils reviennent à Paris avec la poudre. Voilà. Donc il était quand même capable parfois de faire des choses assez étonnantes. Mais je crois sincèrement que il a mieux valu pour nous et pour lui aussi qu'il écrive des livres. Je ne pense pas qu'il ait été fait. Quand on voit comment il a géré son journal, il y avait un journal quotidien qui était une espèce de truc. Il avait pris son jardinier qui ne savait ni lire ni écrire, c'est lui qui faisait la comptabilité. Bon, imaginez que voilà, ça ne pouvait pas bien se terminer, quoi. Et tout était comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un côté... bon, et il a pas arrêté de tout perdre. C'est-à-dire qu'il a énormément gagné d'argent à certains moments de sa vie, il est devenu très riche et à chaque fois il perdait tout. À chaque fois il perdait tout. Il y a un autre point commun que vous avez avec Alexandre Dumas, c'est que vous n'êtes pas historien de formation. Et Dumas, on se demande d'ailleurs comment... Enfin, il s'est nourri de livres, mais enfin, il n'avait pas du tout cette préparation. Vous-même étiez médecin. Est-ce que quand vous avez commencé à écrire L'Abyssin, Rouge Brésil, vous vouliez faire des romans historiques plus vrais que l'histoire, comme l'assurait Dumas? Il y avait cette idée-là? Non, alors...
pour ce qui est de Dumas, juste un mot de contexte. Il a eu une éducation, si on peut appeler ça comme ça, de sauvageon, qu'il a été élevé dans les bois, à Villers-Cotterêts. Il allait à la petite école du curé du coin. Il a lu 2 livres dans son enfance. Enfin, en tout cas, il les a feuilletés. C'était la Bible et les Mille et une nuits. Et au fond, il a découvert lui-même l'histoire. Il le dit vers 30 ans. Ouais. Mais à 20 ans, ça ne l'a pas empêché d'écrire les premières pièces historiques. Et ces premières pièces historiques, pourquoi il les a écrites? Parce qu'il avait trouvé dans les bureaux, là où il travaillait, parce qu'il est venu à Paris à 20 ans, travailler dans les bureaux du duc d'Orléans. Et sur un coin de table, il a trouvé, comme ça, dans un bouquin d'histoire, un paragraphe. Avant, il avait écrit un roman, une pièce sur Christine de Suède. C'était à partir d'un bas-relief qu'il avait vu dans une exposition. Il trouve une anecdote, et ça, c'est le génie de Dumas, c'est que ça n'a rien à voir avec la connaissance historique. C'est pas du tout... Il trouve une anecdote de vie, c'est-à-dire quelque chose qui... Et il fera pareil pour les romans, parce qu'à l'origine des Trois Mousquetaires, il y a les fausses mémoires d'Artagnan. À l'origine de Monte Cristo, il y a cette histoire qu'il trouve dans les archives de la Seine. Il trouve un truc, et il voit qu'il y a là-dedans de la vie, qu'il y a quelque chose à en faire. Et alors, moi, je n'ai pas son talent, mais j'ai la même façon de voir les choses, c'est-à-dire que je crois... à une forme d'intemporalité, si vous voulez, de l'étincelle qui conduit à écrire un livre. C'est-à-dire qu'au fond, peu importe que ça se situe aujourd'hui, hier, etc. Moi, bizarrement, quand j'ai écrit mon premier roman qui se passait au XVIIe siècle, il n'y a que quand il a été publié, je l'ai vu dans les rayons des libraires classés en roman historique, que j'ai compris que c'était un roman historique. Bon, faut être bête. Mais pourquoi? Parce que je l'avais vraiment vécu comme une histoire présente. Et toutes les émotions qui étaient racontées dans ce livre, moi j'avais eu le sentiment de les comprendre au présent. Et d'ailleurs, elle partageait assez largement une expérience que j'avais eue, puisque l'histoire de l'Abyssin, c'est l'histoire d'un apothicaire du Caire qui part vers l'Éthiopie, etc. Toute chose que j'avais faite aussi, mais 3 siècles après. Voilà, donc je pense que c'est un travers peut-être d'éditeurs ou de critiques ou autres, de vouloir classer les choses en disant roman historique. Bon, déjà, ça commence quand un roman historique? Parce que vous racontez une histoire qui s'est passée la semaine dernière, c'est le passé. Alors, combien de temps il faut pour que ce soit historique? Bon. Alors, il faut que ça soit en costume, il faut que ce soit comment? Non, c'est pas... Et donc, je pense que là, si vous voulez, là, il n'y a pas de concurrence, c'est-à-dire que l'approche des historiens et l'approche des romanciers par rapport à ça n'est pas contradictoire. L'approche des historiens, elle est dans la rigueur des faits et des documents. L'approche des romanciers, et en tout cas de Dumas, elle est dans l'approche des sentiments, voilà, et dans leur caractère intemporel. Mais ce qui est extraordinaire dans Dumas, c'est que, comme vous dites, il n'a pas la précision historique, mais il arrive à décrire, ou en tout cas à faire en sorte qu'on croit que l'esprit du temps est ce qu'il décrit. C'est-à-dire que maintenant, les Trois Mousquetaires, c'est pour toujours... c'est du XVIIe. Voilà, c'est cet état d'esprit, ce sont ces personnages, ce sont ces figures, ce sont ces sentiments. Et je me souviens, dans 20 ans après, quand Athos fait le grand éloge nostalgique de la féodalité disparue, on a l'impression d'un cours quasiment de philosophie de l'histoire. Je ne sais pas où il trouve, dans quelles ressources il trouve ça. Après, il a appris, hein, parce qu'il le dit, il s'y est mis vers 28-29 ans, après avoir déjà publié des pièces historiques. Il a vérifié l'historicité de ces pièces après les avoir écrites. En tout cas, il s'est dit... C'est comme le journaliste qui va arriver. Il le raconte dans ses mémoires, il s'y est mis sérieusement. C'est-à-dire que là, il a commencé... à acquérir une vraie connaissance historique. Et c'est là d'ailleurs qu'il a commencé à vouloir donner un sens à tout ça, c'est-à-dire pas seulement avoir des périodes les unes à côté des autres, mais les placer globale, ce qui d'ailleurs est peut-être un travers d'amateur.
parce que les historiens sont plus modestes par rapport. Que dit le Figaro Histoire de tout cela, Geoffroy Caillet? Il y a deux éléments qui me semblent importants dans l'art de Dumas. C'est évidemment un art supérieur de l'intrigue. Et ce qui est très amusant, c'est c'est un talent qu'il avait en lui, mais qui a été suscité par un événement journalistique qui est l'invention du roman feuilleton, puisqu'il fallait écrire tous les jours. Et donc Dumas, de ce point de vue-là, doit beaucoup au mystère de Paris dessus, qui a été le modèle. Et donc il a pu développer par ce biais cet art supérieur de l'intrigue. Et puis, on en parlait, c'est le don de vie extraordinaire qui s'est insufflé à ces personnages. Et il y a une anecdote très connue qui est celle de Dumas qui visite le château d'If après 1844, après donc la sortie des Trois Mousquetaires. Il visite le château d'If avec un groupe de Marseillais et un guide qui dit aux visiteurs: et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons entrer dans la cellule d'Edmond Dantès, laquelle communiquait avec celle de l'abbé Faria. En vous penchant, vous pouvez reconnaître le trou par lequel il parlait. Alors, tout est dit, quoi. C'était tellement évident, puisque c'était écrit, que c'était vrai. C'est ça. Mais ça énerve d'ailleurs. Alors, ça aussi, c'est un point commun que vous avez avec Alexandre Dumas. Moi, j'ai eu ça avec Jacques Coeur, par exemple. Voilà. À Bourges, au Palais Jacques Coeur, j'ai écrit un roman sur Jacques Coeur. Et les visiteurs qui viennent au Palais Jacques Coeur énervent les guides parce que ils leur disent voilà, il s'est passé là, c'est ça qui est là. Bon, et les guides disent non, mais ça s'est pas passé comme ça. Mais ça, c'est chez Ruffin, mais c'est chez Ruffin. Ils racontent le livre, c'est assez amusant. Mais la question, c'est que en même temps, si vous voulez, c'est difficile. Moi, j'ai fait plusieurs fois des rencontres comme ça avec des historiens sur ce thème. Qui a la vérité, finalement? Voilà. Est-ce que c'est les historiens? Est-ce que c'est les romanciers? Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Voilà. Ça énerve quand même beaucoup les historiens sérieux. Par exemple, qu'aujourd'hui, un personnage comme Richelieu ne soit vu que à travers le portrait que Dumas en a fait, qui est un portrait, le moins qu'on puisse dire, qui est à charge quand même. Oui. Et alors, effectivement, quand l'historien, j'allais dire, cannibalise complètement l'image d'un personnage, bon, il peut y avoir conflit. Mais sinon, il y a un peu la place pour les deux, à mon sens, parce que l'historien apporte, et notamment Dumas, apporte une intériorité, des sentiments à des personnages que les historiens décrivent plus à travers leur action. Et finalement, les deux se complètent. Voilà. Vous dites qu'à quel point Dumas était sensible à la différence entre histoire écrite et histoire racontée. Et il dit, moi je suis du côté des raconteurs, je suis celui qui donne vie à l'histoire. Et il se plaignait justement de cette froideur d'une histoire écrite beaucoup trop sèche, qui ne fait pas la part notamment de la psychologie des personnages. Absolument. C'est une phrase qui est tirée du Chevalier de Saint-Hermine. Que Claude Chope avait redécouvert. Claude Chope a redécouvert. Et dans lequel il y a un personnage qui dit « Je ne comprends pas pourquoi l'histoire écrite est si ennuyeuse et l'histoire racontée si amusante. » Voilà. C'est là où il fait trinquer Bonaparte et Cadoudal, le Chevalier de Saint-Hermine. Et c'est ça alors le secret de la pérennité du succès d'Alexandre Dumas, qui est aujourd'hui encore lu, appris, évidemment adapté, notamment au cinéma. C'est là la clé, la façon de raconter l'histoire de manière un peu lyrique. Sa pérennité, c'est quand même 2 livres. D'ailleurs, de ce point de vue, il est presque à égalité avec Victor Hugo, parce que Victor Hugo, c'est Notre-Dame de Paris, Les Misérables, en termes romanesques. Qui vont être adaptés au cinéma l'année prochaine, d'ailleurs, tous les deux. Qui sont increvables, qui renaissent à chaque époque avec des interprètes différents, des interprétations différentes et tout. Et Dumas, c'est Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo. Par exemple, au cinéma, vous avez aimé le Comte de Monte-Cristo? Oui, mais alors, regardez bien, le scénario n'a rien à voir avec le roman. Enfin, je veux dire, ils ont pris des libertés énormes, et tant mieux. Il y a l'esprit du roman, mais... Il y a l'esprit du roman, mais alors, ils ont supprimé des personnages, ils ont supprimé... Bon, et ils ont rendu d'ailleurs les choses plus... Dans toute la deuxième partie, parce que pas la partie... dans Château d'If et tout ça, bon, ça c'est plus banal. À part le trésor de l'abbé Faria qui est devenu... Il n'y a pas la part lumineuse, au fait, du personnage. Il y a seulement la vengeance. Oui, c'est vrai, c'est un peu sombre. Exactement, et faillible, parce que dans le conte de dans le roman, Monte Cristo
se trompe, hésite. Oui. Là, il y a un côté ange de la mort. Oui. Alors, il assume d'être contre Dieu. Justement, sur le feuilleton et le principe du roman feuilleton, là, c'est très intéressant quand vous décrivez la machinerie romanesque, vous plongez dedans et vous montrez comment il fonctionne. Et ça entraîne une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, puisqu'on est passé de la graphosphère au règne de l'image. Est-ce que, selon vous, Dumas aurait été aujourd'hui un scénariste de série? Et est-ce que vous, il vous arrive de vous dire... il faudrait maintenant que je scénarise des séries plutôt que d'écrire des romans, puisque c'est la nouvelle forme, c'est la nouvelle discipline. Oui. Alors, bon, pour moi, non, Oui, parce que, j'allais dire, c'est trop tard. Si vous voulez. J'ai déjà changé de métier beaucoup dans ma vie. Je vais pas... moi, je suis très attaché à la liberté de l'écriture. Ça, c'est formidable. Je me rappelle, j'avais écrit un roman qui s'appelait Le Collier Rouge. J'avais écrit très vite, parce que c'est un petit livre. Et la toute dernière scène, j'avais beaucoup travaillé, j'en avais marre, j'avais faim, etc. Il fallait savoir ce qu'on faisait du chien à la fin du roman. Et j'ai emmené le chien avec le juge. J'ai dit, le chien partait avec le juge, posé mon stylo, je suis allé déjeuner. Et Jean Becker a acheté les droits du film. Du livre, et puis du livre pour faire un film. Et là, il me téléphone en me disant, bon, c'est très bien, machin, on va faire le scénario et tout. Il y a juste un problème, c'est la fin. Je dis quoi à la fin? Le chien, vous comprenez, le chien, il me dit, les spectateurs vont s'identifier au chien. Ah bon? En tout cas, on me dit, un chien ne peut pas le donner comme ça, c'est pas possible. Alors on a fait une réunion. On était 4. Jean-Loup Dabadi est toujours de ce monde. Jean-Loup Dabadi, Jean Becker, le producteur, moi-même. 4 messieurs très sérieux, toute une après-midi, pour savoir ce qu'on ferait du chien. Et là, je me suis dit, je suis tellement heureux, moi, à écrire mes bouquins et à pouvoir aller déjeuner quand j'ai envie. Vous voyez, on a quand même cette liberté. Et je crois à l'écrit, moi, je continue de croire à l'écrit. Je serai peut-être le dernier sur cette terre. Je pense que ça dépend aussi de nous. C'est-à-dire qu'il faut que les écrivains n'hésite pas, j'allais dire, à rivaliser avec les séries. C'est-à-dire, propose des choses qui sont lisibles, que les gens lisent avec le même plaisir qu'ils vont avoir à regarder une série. Et ça, j'y crois encore. Maintenant, Dumas, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il ferait. À mon avis, tout, parce que ce n'est pas du genre à choisir. Oui. Il ferait, comme il a fait du théâtre et du roman et du journalisme et du bateau et ce que vous voulez, il ferait aussi des séries, probablement. Mais, vous voyez l'exemple de Monte Cristo, de film, montre que c'est pas mal d'avoir des métiers différents. C'est-à-dire qu'entre le livre et le scénario, il y a eu un autre travail. Vous voyez, et je trouve intéressant qu'un livre ou qu'une histoire, disons, soit travaillée comme ça par plusieurs, j'allais dire, corps de métier. Mais c'est pas pareil. Vous voyez, le travail qu'ils ont fait pour construire le film Monte Cristo est un travail vraiment créatif. Ça donne un résultat qui est vraiment formidable. Qui pourrait être une série, en fait, aussi bien Les Trois Mousquetaires que Le Comte de Monte Cristo. C'est étrange qu'on n'ait pas adapté en série au long cours, non? Oui, ça ne saurait tarder, parce que je trouve que l'œuvre de Dumas, l'œuvre romanesque, en réalité, contient plus que du roman. On s'en rend compte dans Les Trois Mousquetaires, il y a des parties entières, et je pense à un passage que j'aime énormément, qui est la captivité de Milady dans la tour. C'est comme une mini-pièce de théâtre enchâssée dans le roman. Ça devrait aussi beaucoup plaire justement à un écrivain, un scénariste de série. Dumas nous l'a décrit dans sa cellule, on sait qu'elle est à la pique au-dessus de la mer, avec des barreaux comme ça aux fenêtres. Elle a un gardien qui est un puritain qui ne la laissera sûrement pas sortir. Et dès le début, le spectateur comprend que malgré tous ces obstacles, en l'espace de 6 chapitres, elle va réussir à s'évader, non seulement à s'évader, mais à persuader son geôlier d'assassiner le duc de Buckingham. Et il y a une description de Milady, donc 5 ou 6 chapitres, c'est à peu près autant d'actes d'une pièce. Il y a une description de Milady qui est une sorte comme un caméléon, adopte toutes les postures possibles pour savoir comment enjôler son gardien. Et finalement, elle se fait plus protestante que protestante. Elle lui explique qu'il va du salut de son âme. Et à la fin, arrive ce qui doit se passer. Elle s'évade et le duc de Buckingham est assassiné. Absolument. Mais les Trois Mousquetaires se prêtent bien à ça, parce que c'est vraiment un feuilleton à l'état pur. C'est vraiment une Bible centrale avec ces 4 personnages qui sont extrêmement puissants, parce qu'ils représentent quelque chose qui, pour nous, dans nos têtes, vous voyez, c'est les 4 points cardinaux, les 4 saisons, les 4 couleurs du jeu de cartes. Enfin, il y a quelque chose d'universel dans ces 4 personnages qui, chacun, au fond, sont une part de nous-mêmes, en réalité. Et puis, un méchant, voilà.
Et à partir de là, on peut en tirer à peu près ce qu'on veut. Donc ça se saucissonne très bien. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. 20 ans après, c'est pas la même histoire que Trois Mousquetaires, et Bragelonne, c'est encore autre chose. Et dans Bragelonne, il y a plein de choses aussi différentes, parce que c'est un très long roman. Tandis que le Comte de Monte Cristo, il y a un côté monolithique. C'est la vengeance d'un homme. Point. C'est tout. Il y a ça et rien d'autre, quoi. Les toutes petites choses en parallèle, c'est justement pour permettre cette vengeance des histoires qui ont pu avoir lieu et qu'il découvre ou qu'il met à jour pour compromettre des personnes. Mais c'est un tunnel. Voilà. Alors c'est très difficile, c'est plus difficile à mon sens de faire une série avec ça. Mais bon. Et c'est plus difficile, si je reviens à un été avec Alexandre Dumas, de passer un été avec Alexandre Dumas peut-être qu'avec Montaigne ou qu'avec Proust, qui sont des auteurs qui sont moins lus. C'est-à-dire que l'auditeur découvre une partie de Proust ou de Montaigne avec l'intervenant. Là, vous allez vous retrouver avec des auditeurs qui pensent maîtriser l'œuvre et la personne qui la fréquente. Vous avez peur de vous faire engueuler ou... Non, ça j'ai l'habitude. Non, je sais pas. Quand on écrit, forcément, voilà, on suscite éventuellement des critiques. Non, moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire d'abord le portrait d'une génération. C'est cette génération extraordinaire, parce que Dumas était ami avec aussi bien les Rossini, Lamartine, Hugo, etc. Enfin, avec Hugo, des rapports très compliqués. Non, c'est tout ça, c'est tout ce panorama qui est quand même un socle de notre histoire et de notre culture qui est fondamental. Donc, et ça, je pense que beaucoup de lecteurs de Dumas ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas non plus la genèse, c'est-à-dire la façon dont cette œuvre émerge d'une vie, si vous voulez. Et il peut y avoir comme ça des allers-retours. Mais c'est sûr que j'ai travaillé différemment de ceux qui ont, comme Antoine Compagnon par exemple, travaillé sur Montaigne, et qui là a pris des petits morceaux de son œuvre Mais c'est de la philo, en l'occurrence. Oui, c'est plus de l'explication de texte. Mais je pense que Dumas, en réalité, contrairement à ce qu'on pense, est très très mal connu. Il est très très mal connu parce que, justement, à cause de il est réduit à ces deux grands romans. Voilà, ces grands romans qui écrasent tout. Et qui font que... Voilà. Et des choses intéressantes aussi sur lui, c'est d'abord ses origines, ce père général métis, donc sa grand-mère était esclave à Saint-Domingue. Et le grand-père était parti de Saint-Domingue en vendant 3 de ses enfants et en récupérant un, finalement, qui est devenu général, à la faveur de la Révolution. Bon, tout ça, l'enfance de Dumas, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et vous avez raison d'insister sur les souvenirs de voyages, en l'occurrence les voyages de Dumas dans votre livre, parce qu'il y a des pages merveilleuses de ces souvenirs, de ces récits de voyage. Je pense à un qui s'appelle « En Suisse ». Et alors, de la Suisse, il va au nord de l'Italie, en fait, et sur les bords du lac de Côme, il y a une scène mémorable qui pourrait être un sketch d'humoriste où il explique comment il se bat toute la nuit contre un moustique. Et c'est extraordinaire. Et c'est vraiment la lutte du géant contre la petite bête qui ne va pas le laisser dormir de toute la nuit. Et il en tire des sortes de vérités éternelles qui vraiment traversent les siècles. Et à lire aujourd'hui, c'est il explique aussi les liés à l'allemande, comment il a tout le temps soit froid dans le dos, soit... Parce qu'en fait, ils ont des couettes, alors ça ne se fait pas du tout en France. Donc lui, il est gelé parce qu'il y a la couette qui tombe d'un côté, etc. Bon, ça va de cette toute petite notation de vie, finalement, à des choses beaucoup plus intéressantes sur l'époque. Enfin, il ne faut pas oublier quand même qu'il a vécu la transition, par exemple, vers le chemin de fer. C'est idiot, mais le chemin de fer, au début, il n'aimait pas ça. D'ailleurs, il trouvait que ça tuait le pittoresque, etc. Bon, à la fin, il en a fait un usage presque immodéré, mais il a commencé avec les diligences, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vécu cette transformation. Et ça aussi, ça le rapproche de nous, parce que nous aussi, finalement, en tout cas dans ma génération, on a vécu une période où il n'y avait pas les portables, où il n'y avait pas les ordinateurs, où les voyages ont énormément changé en peu de temps. On pouvait se trouver loin. Aujourd'hui, c'est fini, on ne se trouve jamais loin de quoi que ce soit, puisqu'on a toujours des satellites autour, etc. Et finalement, c'est un homme de la transition et qui nous parle à cause de ça. Pour terminer avec Dumas et la comparaison qu'on peut faire, vous aussi, vous êtes un touche-à-tout.
Vous avez écrit des romans, vous avez écrit des romans historiques, des romans contemporains, des récits de voyage, et puis des polars. Depuis quelques années, vous avez cette série du consul Aurel chez Calman Levy désormais, dont le dernier se passe en Albanie, Le Revenant d'Albanie. Il y a quelque chose de dumasien d'ailleurs quand vous choisissez vos personnages, que vous les faites vivre et mourir en l'occurrence. Ce qui est dumasien, c'est que je commence jamais un livre sans avoir relu quelques pages, un petit peu de Dumas, parce que il y a une énergie, il y a quelque chose. Georges Sand disait de lui, Dumas c'est la vie. Il faut que les livres soient pleins de la vie. Ce que lui reprochait Sainte-Beuve d'ailleurs. Ben oui, parce que Sainte-Beuve était... C'était une vie moins marrante. C'est la vie, c'était moins marrant. Oui, Sainte-Beuve... Bon, je ne veux rien dire sur Sainte-Beuve, parce que je lui ai succédé, c'était sur mon fauteuil. C'était un piège. Ouais. Mais je crois que Dumas, c'est quelqu'un qui doit nous habiter en termes d'esprit, de souffle. Il y a cette espèce de joie, et c'est quelqu'un qui a commencé par vivre et qui a toujours d'ailleurs continué à vivre. C'est pas quelqu'un qui a appris la littérature dans les bouquins. Moi non plus. C'est quelqu'un qui a d'abord vécu, qui a ensuite envie, par les livres, de transmettre... Et c'est vrai que le héros de ces séries-là est comme ça. Oui, alors plein lui, de vie, d'humour. Oui, quand j'étais rentré du Sénégal, où j'avais été ambassadeur 3 ans, j'avais plein d'histoires à raconter. Je ne pouvais pas le faire directement parce qu'il y a le devoir de réserve, etc. J'ai créé ce petit personnage de consul. Au début, c'était une plaisanterie. Elle a mal tourné, puisque ça continue, c'est le 6e. Chacun est fait d'ailleurs pour être lu indépendamment, il n'y a pas besoin de les lire dans le même sens. Et moi je m'y suis attaché, beaucoup de lecteurs s'y sont attachés. Voilà. Mais c'est formidable. N'attendez pas que je me plaigne. Et c'est très vivant. Non, mais j'en attendais pas. Geoffroy, Vincent, vos coups de cœur, vous, en ce début d'été Alors, un premier coup de cœur, qui est aussi un coup de gueule, c'est l'exposition Cléopâtre, Institut du monde arabe. Le mystère Cléopâtre. Le mystère Cléopâtre. Coup de cœur, parce que c'est une belle exposition et c'est un personnage fascinant, bien sûr, que Cléopâtre. L'exposition montre quelques belles pièces archéologiques, donc du temps de Cléopâtre. Il y a tout un espace de réalité virtuelle sur écran qui recrée l'Alexandrie de 31 avant Jésus-Christ, de l'époque de Cléopâtre. On resitue bien son parcours politique. Et puis toute une dernière partie qui s'appelle un peu le mythe Cléopâtre et qui explore la figure de la reine, notamment à travers des tableaux du XVIe au XIXe siècle. Ça finit avec les peintres orientalistes. Mais pour notre malheur, il y a 2 salles qui suivent et qui expliquent que... conformément à l'ère du temps, il faut détruire tout ce que les hommes ont dit de Cléopâtre parce qu'elle n'a été vue qu'à travers leur regard et que c'est le male gaze qui a, je vous cite les cartels, qui a tué Cléopâtre. Après Octave, tous les hommes s'en sont mêlés. Alors vous avez au mur des grands textes de Plutarque qui ont été corrigés par la main d'une artiste apparemment et qui à chaque fois que Plutarque dit que Cléopâtre est belle, c'est rayé, c'est marqué elle est intelligente. Pas du tout incompatible, mais donc on sait mieux aujourd'hui que les historiens du 2e ou 3e siècle qui étaient Cléopâtre. C'est quelque chose d'assez fascinant, bon, un peu triste surtout. Et puis surtout une très belle exposition, Le Bernin à Versailles. Ouais. Le Bernin arrive aux fêtes de sa gloire en 1765 à la cour du roi Soleil, officiellement pour refaire la façade du Louvre, et en réalité il se fait rapidement retoquer parce que son amour de la ligne courbe va se heurter aux conceptions françaises du classicisme, et il prend sa revanche en sculptant ce buste extraordinaire de Louis XIV. En 3 mois, il arrive à créer en marbre ce qui est peut-être l'incarnation suprême de ce qu'est la majesté royale. Et alors vous avez ce buste fascinant, le roi a simplement 27 ans, il éclate de majesté, le nez est impérieux, le regard est va dans le lointain, les cheveux de marbre semblent courir après les rayons du soleil, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et tout ça est présenté avec quelques autres bustes italiens du Bernin, notamment le pape Alexandre VII Chigi, dans le salon de Diane au château de Versailles. Et voilà, rencontre de ce moment, de cette parenthèse à moitié ratée pour ce qui concerne le Louvre, mais fort réussi pour ce qui concerne le buste de Louis XIV du Bernin à Paris. Le génie, la majesté, c'est jusqu'au 28 septembre. Vincent Trémollet de Villers. J'ai 2 coups de cœur, un film et un livre, qui sont tous les 2 dans le circuit depuis un petit moment, mais qui restent, je pense, très pertinents. Alors le film, c'est le dernier film de Cédric Clapiche qui s'appelle L'Avenue de l'avenir. Clapiche poursuit une trajectoire cinématographique très intéressante, puisqu'on l'a connu avec Le Péril jeune et puis L'Auberge espagnole est une espèce de
de vision un peu irénique de l'Europe naissante. Et puis avec sa filmographie maintenant se concentre à la fois sur l'importance de l'art, sur l'importance des origines, sur la profondeur du temps. C'est une espèce de progressiste qui devient nostalgique et les deux mêlés donnent quelque chose de vraiment tout à fait passionnant. Et ce dernier film, donc, c'est une famille qui découvre et qui sont propriétaires d'une maison en Normandie, et la découverte de cette maison les ramène 150 ans plus tôt et leur font redécouvrir un passé qu'ils ne connaissaient pas, des artistes qu'ils connaissaient mais qu'ils n'avaient pas fréquentés, dont Claude Monet. C'est très poétique, c'est intelligent, c'est vraiment très bien. Et c'est très audacieux parce que c'est les deux époques qui s'enchevêtrent, et c'est risqué dans la machinerie fictionnelle, c'est pas très joli comme formule, mais il y parvient très bien avec des acteurs et des actrices tout à fait remarquables, notamment Vincent Macaigne qui, dès qu'il apparaît dans n'importe quel film, parvient à installer son humour et sa personnalité. Cécile de France, qui est formidable. Cécile de France, et puis Suzanne Lindon, qui joue aussi remarquablement bien. Donc vraiment, si vous avez trop chaud dans les jours qui viennent, dans une salle climatisée, et pour aller voir le dernier film de Clapiche. Et puis alors, le livre, c'est un petit peu moins heureux et divertissant. C'est L'heure des prédateurs de Giuliano d'Ampoli, livre qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, mais qui se déroule sous nos yeux, au fait. C'est-à-dire que quand on voit la querelle Musk-Trump, ou quand on voit la guerre éclair menée par Israël et les États-Unis en Iran, ce sont des chapitres de ce livre. Ce livre est un livre qui très rapidement développe une thèse, c'est qu'il y a eu une parenthèse dans l'histoire qui sont les 50 dernières années où l'on a cru que le droit international pouvait régler la diplomatie, où l'on a cru à une forme de fin de l'histoire, et que cette parenthèse est refermée et qu'on revient à Machiavel, à la politique de la force, la politique borgienne, dit d'Ampoli en évoquant les Borgia, et que c'est ça la nature de la politique. Alors je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Christophe Ruffin, parce que vous avez beaucoup réfléchi sur la guerre, sur ces notions qu'on invoque parfois de façon excessive, sur les illusions aussi de la diplomatie. Non, mais je voulais très bien parler. C'est vraiment un livre, je trouve, qui nous montre que nous sommes passer à autre chose. Et quand on entend le président de la République ou un certain nombre d'intervenants, souvent européens, qui restent accrochés à l'ancien modèle, on a l'impression qu'ils sont en décalage, voire dans une réalité parallèle par rapport à ce qui se développe sous nos yeux. C'est d'autant plus curieux que les États-Unis se sont construits sur l'idée justement d'un nouveau monde qui, lui, ne serait plus celui des guerres européennes, qu'ils assimilaient à Machiavel, etc. Et que eux, finalement, surtout les démocrates américains d'ailleurs, voulaient faire prévaloir le droit international. Donc c'était Wilson en 1919 et Roosevelt en 1945. Et finalement, c'est eux qui aujourd'hui, probablement, détruisent l'édifice qu'ils ont construit eux-mêmes. Il y a une très belle définition de Trump que je vous cite. Un analphabète fonctionnel peut montrer une forme de génie politique si on correspond à l'esprit du temps. C'est quand même assez bien dit. Et il y a beaucoup d'anecdotes. C'est des choses qu'il a vécues. D'Ampoli a été conseiller de Renzi. Il a vu de près le pouvoir, les coulisses du pouvoir. Et on comprend vraiment beaucoup de choses sur ce qui se déroule dans le basculement du monde auquel on assiste en ce moment. C'est publié aux éditions Gallimard. Jean-Christophe Ruffin, dans votre livre, vous dites que les écrivains de la même génération ne se lisent pas, ils s'observent. Vous lisez quand même un peu des écrivains de votre génération? Oui, j'en lis, ne serait-ce que parce que je fais partie de jury. Et donc, la moindre des choses, quand même, c'est de lire les livres qui sont en compétition pour ces prix. Oui. Il y a un livre récemment qui vous a, pas forcément de votre génération d'ailleurs, mais... alors, je suis dedans, là, je viens de commencer, c'est le livre de Fabrice Imbert, dont j'ai oublié le titre. Et vous êtes en avance, parce que je crois que c'est celui, il sort à la rentrée. Oui, qui sort à la rentrée, oui, il me l'a envoyé avant, d'autant plus il m'en avait beaucoup parlé, je ne sais même plus, on a tellement parlé de son titre, je ne sais plus lequel il a choisi finalement, mais je suis en train de le lire, qui est un livre assez étrange et qui se passe dans une sorte de France un petit peu en guerre civile, ce qui est assez, évidemment, là encore, peut-être fait écho à des choses qu'on peut vivre, mais qui est en même temps une sorte de quête
à la fois vers les origines, une réflexion sur la paix, sur la famille, etc., qui est assez intéressante. Eh bien, nous lirons à la rentrée. D'ici là, je vous conseille à tous Un été avec Alexandre Dumas, quelle belle promesse, de Jean-Christophe Rufin, coédité par les Équateurs et France Inter. Merci à tous les trois, merci Vincent, merci Geoffroy, merci Jean-Christophe Rufin. La semaine prochaine, à votre place sera assis le comédien Guillaume Gallienne. On parlera de littérature et de théâtre. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.